ma lampe a capté quelque chose qui m'a fait arrêter. J'avais été si concentré sur les squelettes individuels, sur le comptage et le catalogue, que je n'avais pas pris de recul, pas regardé l'ensemble. Je me suis tourné lentement, balayant ma lampe en large arc sur le fond marin. Les squelettes n'étaient pas aléatoires, pas éparpillés par le courant ou le hasard. Ils formaient une spirale. Une spirale parfaite, délibérée, courbant vers l'intérieur depuis les bords du bassin vers un point central, peut-être 30 mètres devant. Trois ans que j'étais là-bas. 3 ans sur le prospect. Juste moi, les baleines grises et l'eau terne qui s'étendaient jusqu'à chaque horizon. La côte aléoutienne en hiver. La plupart des gens ne tiendraient pas 3 semaines. Un froid qui s'insinuait dans les eaux et y restait. Un vent qui ne s'arrêtait jamais. Des vagues assez hautes pour vous faire sérieusement reconsidérer vos choix de vie. Moi, j'adorais ça. L'isolement me convenait parfaitement. Ça avait toujours été le cas. Au centre principal de l'Institut de recherche océanique à Anchorage, je n'avais tenu que 6 mois avant que Betty Webster ne me prenne à part et ne me suggère que le travail de terrain me conviendrait mieux. Du travail de terrain à long terme, du genre où on n'a pas à assister à des réunions d'équipe, à faire la conversation à la machine à café ou à feindre de l'intérêt pour les plans du week-end des collègues. Elle savait ce qu'elle faisait. Betty avait ce don pour lire les gens, de les placer là où ils seraient vraiment utiles plutôt qu'à l'endroit indiqué par l'organigramme. 1 mois plus tard, j'avais ma mission. Suivi complet des migrations des baleines grises, étude comportementale exhaustive sur toute la saison. 2 mois après, j'étais à bord du Prospect avec assez d'équipement pour équiper une petite université. Et pour instruction de rester aussi longtemps que les données continueraient d'arriver. Il y avait toujours des données. Les baleines grises sont des créatures routinières. C'est ce qui les rend parfaites pour des études à long terme. Elles suivent les routes que leurs ancêtres parcouraient quand la mer de Bering avait une forme différente, quand les humains apprenaient encore à faire du feu. Chaque année, même chemin, même zone d'alimentation, même lagune de reproduction dans le sud de la Basse-Californie, mêmes eaux estivales au nord. Prévisible, fiable. J'avais balisé 47 individus au cours de ces 3 ans. Chacun avait reçu un code de désignation, une balise de suivi implantée juste sous la peau, et une place dans ma base de données. Les balises transmettaient position, profondeur, température de l'eau, schéma de mouvement. Toutes les 6 heures, mon système enregistrait leur position, construisait les cartes, suivait les routes. GW013 avait été la première, une femelle d'environ 14 mètres, marquée sur son flanc gauche par ce qui ressemblait à une ancienne rencontre avec une orque. Je l'avais balisée en septembre de la première année. Je l'avais regardée accomplir la migration complète sud-nord 2 fois. Près de 20 000 km suivis au quart de mille près. Données parfaites. GW027 était un jeune mâle, curieux comme pas permis. Il avait tourné autour du prospect pendant 2 heures avant que je puisse déployer la balise. Il remontait sans cesse juste à côté de la coque, assez près pour que je voie les amas de balanes sur son rostre et la façon dont son œil suivait mes mouvements sur le pont. Chaque baleine avait une histoire dans les données, préférences alimentaires, comportements sociaux, réponses aux changements de température de l'eau. Je les connaissais mieux que la plupart des gens que j'avais connus dans ma vie. Zachary pensait que j'étais fou.
Il faisait équipage sur le Prospect pour des rotations de 3 mois, s'occupant des travaux mécaniques et des ravitaillements pendant que je me concentrais sur la recherche. Bon gars, 55 ans environ, originaire d'un petit port de pêche sur la côte. Il m'avait demandé une fois pourquoi je m'embêtais à mémoriser les baleines individuellement. « Ce sont des points de données », avait-il dit. « Tu étudies les populations, non ? Pourquoi se soucier d'une baleine en particulier ?» Je n'avais pas réussi à lui expliquer d'une façon qui lui parle. Les schémas n'émergent que quand on comprend les individus. L'analyse au niveau populationnel passe à côté de trop de choses, lisse les variations qui comptent vraiment. Il faut connaître chaque baleine, suivre chaque route, enregistrer chaque déviation du comportement attendu. C'est là que réside la vraie science, dans les détails, dans les exceptions. Mais les choses ont empiré quand elles ont commencé à disparaître. La première a été GW032, une femelle mature que j'avais balisée 14 mois plus tôt, fiable comme le lever du soleil. Elle se tenait en position dans une zone d'alimentation à environ 48 km au nord-ouest de ma position. Même endroit depuis 6 jours. Les herbiers de Varech y étaient denses, pleins d'amphipodes et de crevettes fantômes que les grises adorent. Comportement normal, schémas attendus. Puis la transmission du matin du 17 mars est arrivée, et elle avait disparu. J'étais à la station de monitoring quand c'est arrivé. Café dans une main, stylet dans l'autre, en train de noter des observations sur les données de mouvement de la veille. Le système enregistrait tout automatiquement, mais je vérifiais encore manuellement chaque matin. Vieille habitude. Les ordinateurs ratent des choses. L'affichage montrait 46 balises actives. Il aurait dû y en avoir 47. J'ai posé le café, fait défiler les données de la nuit. La dernière retransmission de GW032 était arrivée à 2h15. Position enregistrée. Profondeur normale. Température de l'eau cohérente avec la zone environnante. Tout était standard. La transmission de 8h15 était vide. Pas de signal. Panne d'équipement, forcément. Les balises étaient conçues pour durer au moins 5 ans, mais les conditions océaniques pouvaient être rudes pour l'électronique. Changement de pression, corrosion saline, peut-être un joint défectueux, peut-être une batterie défaillante. Ça arrive parfois. J'ai lancé les protocoles de diagnostic et vérifié chaque composant du système de suivi. Ça m'a pris 4 heures. Récepteur principal fonctionnel, dans les paramètres normaux. Récepteur de secours identique. Tableau de traitement du signal propre. Aucune erreur enregistrée. Liaison satellite forte. Pas de paquet perdu. J'ai testé le logiciel, vérifié l'intégrité de la base de données, lancé des simulations avec des balises fictives. Tout marchait parfaitement. Zachary m'a trouvé encore au travail quand il est descendu de la salle des machines vers 16h. Graisse plein les mains, questions plein les yeux. Perdu une baleine, ai-je dit. Morte ? C'est pas. Signal disparu. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon, s'est penché par-dessus mon épaule pour regarder les écrans. Panne de balise ? Peut-être. T'as pas l'air convaincu. Je ne l'étais pas. La balise fonctionnait parfaitement depuis 14 mois. Batterie censée tenir encore 3 ans, minimum. La dernière retransmission ne montrait aucune dégradation du signal, aucun signe de panne imminente. Mais quoi d'autre, sinon ? J'ai enregistré ça comme panne d'équipement et ajouté GW032 à ma liste d'individus nécessitant un rebalisage quand je la retrouverai. Décevant de perdre ce flux de données continu, mais pas catastrophique. Une balise sur 47, dans les taux de panne acceptables. Puis GW019 a disparu, puis GW041, puis GW008. Toutes dans les 48 heures suivant la première disparition.
Je n'ai pas beaucoup dormi cette deuxième nuit. Impossible. Je suis resté à la station de monitoring à regarder le compteur de balises actives passer de 46 à 45 à 44 à 43. Chaque perte me frappait comme un véritable coup de poing. C'était mes baleines, mon étude, 3 ans de travail, et les données s'arrêtaient net. Pas d'avertissement, pas de dégradation graduelle du signal. Les positions étaient éparpillées. GW019 était à 97 km au sud quand elle s'est éteinte. GW041 à l'est, près de la côte. GW008 au nord, en eau plus profonde. Pas de schéma géographique. Pas de facteurs communs que je pouvais identifier. 4 balises en panne en 2 jours. J'ai calculé la probabilité 2 fois. 0,03%. Effectivement impossible. Ce qui signifiait que ce n'était pas le hasard. J'ai lancé la recalibration à 4h30, le 19 mars. Zachary dormait encore dans sa couchette. Le prospect se balançait doucement dans l'obscurité précédant l'aube, vague claquant contre la coque, avec ce rythme régulier que j'avais cessé de remarquer depuis des années. Mon café était froid depuis 2 heures. J'ai vérifié chaque capteur, chaque récepteur, chaque pièce impliquée dans le système de suivi. J'ai extrait les journaux de diagnostic, comparé au relevé de base de l'installation 3 ans plus tôt, cherché les dérives ou dégradations, testé les fréquences de signal, vérifié la synchronisation GPS, confirmé le timing de la liaison satellite, le réseau d'hydrophone. Parfait. Système de cartographie sonar fonctionnant normalement. Ordinateur de suivi de secours que je gardais hors ligne sauf pour vérification des données. Correspondait exactement au principal. Rien ne clochait. Mes 4 baleines avaient disparu de ma base de données et je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas accepter une panne d'équipement. Pas à ce rythme. Ne pouvais pas accepter le hasard. J'ai ouvert les fichiers de données brutes de chaque disparition et les ai repassés ligne par ligne. Horodatage, coordonnées de position, relevé de profondeur, température, salinité, vecteur de mouvement. Chaque dernière transmission propre. Signal fort, paquet de données complet, pas d'erreur. Et puis, rien. Je me suis adossé dans le fauteuil et j'ai fixé les écrans. 43 balises actives brillaient sur l'affichage cartographique, éparpillées sur un rayon de 160 km d'océan gris. Quelque part là-dehors, 4 baleines que j'avais suivies pendant des mois ou des années nageaient sans que je le sache. Ou elles étaient mortes, ou elles étaient... Je ne me suis pas permis de finir cette pensée. Pas de place pour la spéculation. Juste des données, juste des faits. Les faits disaient que mon système de suivi fonctionnait parfaitement. Les faits disaient que 4 balises avaient cessé de transmettre sans explication. J'ai frotté mes yeux. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de moi. Ce bourdonnement qui s'insinue dans le crâne si on écoute trop longtemps. Par le hublot, le ciel commençait à s'éclaircir. Un autre jour arrivait, que je le veuille ou non. 43 baleines restantes à suivre. 43 points de données dans une étude censée être exhaustive, complète. J'ai sauvegardé les résultats de diagnostic et la base de données. Quoi qu'il se passe, je devais tout documenter, garder les archives propres. C'était le boulot. Ça avait toujours été le boulot. Même quand les données cessaient d'avoir du sens. Plus que jamais dans ce cas, en fait. Mercredi, le compteur était monté à 9. Jeudi matin, 12. Vendredi soir, 17 baleines étaient devenues silencieuses. 17. Je suis resté à la station de navigation dans la cabine exiguë du prospect, la lueur du moniteur baignant tout d'un bleu-blanc dans le crépuscule naissant. Par le hublot, l'océan roulait gris et vide sous un ciel couleur de béton ancien. Balise GW173. Dernier signal lundi, 14h. Position 53 degrés nord, 165 degrés ouest. Balise GW204. Dernier signal mardi, 6h30. Même position, à 1000 nautiques près. Balise GW189.
Mercredi, 11h. Même coordonnées. Toutes. Même quadrillage. Même zone de 200 000 carrés d'eau profonde à environ 64 km au nord-ouest de ma position. La fosse aléoutienne passait par là. Le fond marin plongeant à des profondeurs qui serraient l'estomac rien que d'y penser. Près de 8000 mètres par endroit. Froid et sombre et largement non cartographié. J'avais sorti les cartes bathymétriques, superposé les données de suivi. Le schéma était indiscutable. Chaque disparition regroupée dans cette zone, étalée sur 6 jours mais concentrée dans le même tronçon d'océan. Comme si quelqu'un avait tracé un cercle sur la carte et dit « Ici, c'est là qu'elle veut ». Ma main a glissé sur le bureau, trouvé la règle que je gardais lestée par un journal de bord taché de café. J'ai mesuré la zone encore une fois, même si je l'avais fait une douzaine de fois auparavant. Environ 24 km de diamètre, 13 du nord au sud. Pas une route de migration. Les baleines grises suivent la côte, restent dans les eaux peu profondes où l'alimentation est bonne. Elles ne s'aventurent pas en eau profonde, pas à cette époque de l'année, pas sans raison. Le prospect grinçait autour de moi, coque gémissant quand une houle passait dessous. Je l'entendais à peine. Mon attention restait fixée sur ses coordonnées, ou l'absence qu'elles représentaient. 17 baleines ne disparaissent pas comme ça. J'avais travaillé en recherche marine pendant 14 ans, commencé comme matelot sur des navires de relevée, gravi les échelons jusqu'à assistant-chercheur, puis obtenu mon propre projet 3 ans plus tôt. Je connaissais les pannes d'équipement, les balises neuves défectueuses, les batteries mortes, les antennes endommagées. J'avais vu des balises se taire parce qu'une baleine avait mal sauté et fendu le boîtier, ou parce que des balanes avaient recouvert le capteur, ou parce que l'adhésif avait lâché et que l'unité entière était tombée dans l'océan. Mais 17 balises, toutes au même endroit, toutes en une semaine, la probabilité était vraiment impossible. Le fauteuil a grincé quand je me suis adossé, pressant mes paumes contre mes orbites jusqu'à voir des étoiles. Mes épaules étaient nouées de tension. J'avais à peine dormi depuis lundi. Juste des micro-siestes dans la cabine entre 2 vérifications de données. Zachary m'avait demandé ce matin si j'allais bien. Dit que j'avais l'air d'un mort-vivant. Je lui avais répondu que j'étais concentré sur le travail. On était mardi ou mercredi. Les jours commençaient à se mélanger. J'ai baissé les mains, cligné des yeux jusqu'à ce que le moniteur redevienne net. Mon carnet était ouvert à côté du clavier. Page couverte de mon écriture. Coordonnées, horodatage, température de l'eau, conditions météo. J'avais cherché des variables, un facteur environnemental qui expliquerait le schéma. Activité orageuse, négatif. Anomalie de température de l'eau, négatif. Événement sismique, vérifié 2 fois la base USGS. Rien de significatif. Trafic maritime minimal, juste les routes habituelles de conteneurs 50 milles au sud. Rien n'expliquait ce qui se passait. J'ai attrapé le téléphone satellite. Le siège continental de l'Institut gardait des horaires de bureau normaux, mais Betty restait souvent tard le vendredi. Rapports trimestriels et revues budgétaires. J'avais envoyé mon résumé de données hebdomadaires ce matin, la mise à jour de routine sur l'état des balises et les mouvements des baleines. Elle avait vu les chiffres, remarqué les trous dans les données de suivi, mais je devais lui parler directement. Lui faire comprendre que ce n'était pas une panne normale de balise. Le téléphone a mis une éternité à capter le signal satellite. Je suis resté là, dans l'espace étroit de la cabine, combiné pressé contre l'oreille, écoutant la connexion siffler et crachoter. Dehors, la lumière déclinait. L'océan avait viré au noir. Juste de l'eau noire infinie sous un ciel à peine plus clair. 3 sonneries. 4. Puis sa voix, sèche et professionnelle. Webster. Betty, c'est Andy. T'as une minute? Jiménez. Bruit de papiers en fond. J'ai vu ton rapport hebdo. Quel est le problème? Les balises. 17 se sont tues ces 6 derniers jours. Toutes au même endroit. Silence sur la ligne. Pas le genre pensif. Le genre impatient. Celui qui disait qu'elle lisait autre chose en m'écoutant. Betty. Je suis là.
17 balises, tu dis. Ouais. Toutes dans la même zone de 200 000 carrés. Toutes en une semaine. J'ai tiré le carnet plus près, lu les coordonnées. Chaque disparition dans cette zone, pas de signal, pas de code d'erreur, rien. Elles ont juste arrêté de transmettre. Nouveau froissement de papier. Un tiroir qui s'ouvre, se ferme. Et t'as vérifié l'équipement récepteur. 3 fois. Le réseau fonctionne normalement. Je reçois des signaux des autres balises sans problème. Non, panne de batterie alors. Quel âge ont ces unités? Ma mâchoire s'est serrée. Elles ont des âges différents. La plus vieille déployée il y a 8 mois. La plus récente 6 semaines. Durée de vie nominale 18 mois minimum, Nominal. a dit Betty. Les conditions de terrain diffèrent des conditions de labo. Andy, tu le sais. Eau froide, changement de pression, encrassement biologique, tout ça impacte les performances de l'équipement. J'ai fixé le moniteur. Ce schéma qui ne pouvait pas être une coïncidence. Pas comme ça. Pas 17 unités au même endroit en 6 jours. Tu suggères quoi exactement? Que quelque chose cible spécifiquement les baleines balisées. Son ton s'était aplati. Méprisant. Les balises ont lâché, ça arrive. Ou les baleines ont migré hors de portée. Les grises ne migrent pas en eau profonde à cette époque. Elles suivent la côte. Et même si elles le faisaient, je capterais encore leurs signaux pendant au moins... Andy, Elle m'a coupé net. je comprends que tu t'inquiètes pour les trous dans les données, mais la panne d'équipement est l'explication la plus logique. Soumets une demande de balise de remplacement. Je la traiterai lundi. En attendant, continue de surveiller les sujets restants. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Ce n'est pas une panne d'équipement. Alors c'est quoi? Je n'avais pas de réponse. C'était ça le problème. J'avais des données, des coordonnées, un schéma qui n'avait aucun sens. Mais pas d'explication qui la satisferait. Rien sauf la certitude froide dans mes tripes que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas, ai-je dit enfin. Mais 17 baleines ne disparaissent pas sans laisser de traces. Pas d'appel de détresse, pas de corps échoués, pas de signes de prédation par orques ou d'emmêlement dans des filets. J'ai surveillé les canaux marins, contacté les gardes-côtes, rien. Elles sont juste... parties. Betty a soupiré. Son exaspération tranchante. Tu suranalyses. La panne de balise est une variable connue dans les études de suivi à long terme. Oui, 17 en une semaine, c'est plus que la moyenne, mais pas impossible. Corrélation n'implique pas causalité. L'emplacement est probablement une zone d'alimentation à fort trafic où les baleines plongent plus profond, stressant plus l'équipement, où il y a une interférence localisée qu'on n'a pas identifiée. Anomalie électromagnétique, activité volcanique sous-marine, n'importe quel facteur. Nouveau froissement de papier. Rédige tes observations, inclus-les dans le rapport de la semaine prochaine. Je ferai examiner les spécifications des balises par l'équipe d'ingénierie, mais je n'autorise pas une commande d'urgence basée sur ce qui est probablement un regroupement statistique. La conversation était terminée. Je l'entendais dans sa voix, cette finalité bureaucratique. Elle avait pris sa décision, classé mes inquiétudes dans la case « chercheur de terrain paranoïaque voyant des schémas dans l'aléatoire ». D'accord, ai-je dit. Je documenterai tout. Bien, autre chose? 17 baleines disparues, et elle demandait s'il y avait autre chose. Non, c'est tout. Alors je te laisse retourner au travail. Bon week-end, Andy. La ligne a coupé. Je suis resté là, combiné en main, écoutant le silence. Dehors, l'océan était complètement noir. Pas de lune, pas d'étoiles, juste les feux de position du prospect se reflétant sur l'eau noire, donnant l'impression qu'on flottait dans le vide spatial. J'ai reposé le téléphone, retourné à la station de navigation, au moniteur affichant toujours ces 17 lignes vides. Betty se trompait. Je connaissais mon équipement, ses eaux, savais que les baleines grises étaient des créatures d'habitude, suivant les mêmes routes que leurs ancêtres depuis des milliers d'années. Elles ne dévient pas, ne disparaissent pas en eau profonde sans raison, et elles ne s'évaporent certainement pas sans laisser de traces. J'avais assez d'expérience pour savoir à quoi ressemble la norme. La prédation laisse des corps, ou au moins des morceaux, des lambeaux de graisse et d'os échoués sur les plages, des traînées d'huile en surface où les charognards se nourrissent. L'emmêlement dans des engins de pêche provoque des appels de détresse. D'autres baleines qui répondent, tout le groupe qui s'agite. La maladie se manifeste par des changements de comportement des jours ou semaines avant la mort. Animaux qui s'isolent, nagent de façon erratique. Ce n'était rien de tout ça. C'était une absence absolue. Propre et totale, comme si quelqu'un avait plongé la main dans l'océan et arraché 17 baleines de l'existence. Cette pensée m'a donné la chair de poule. J'ai ouvert les journaux d'enregistrement acoustique, les enregistrements du réseau d'hydrophones déployés dans la région.
Des heures de données audio, chants de baleines, bruit océanique compressés en spectrogramme. J'ai fait défiler la semaine, vérifier les eurodatages correspondant à chaque panne de balise. Rien d'inhabituel. Vocalisation normale, bruit ambiant normal, puis silence là où une baleine aurait dû être, mais aucune indication du pourquoi. Pas d'appel d'alarme, pas de son de lutte, juste l'océan qui continuait sans elle. Mes mains tremblaient. Je les ai plaquées sur le bureau, me forçant à respirer lentement. Quelque chose de terrible se passait sous la surface et j'étais le seul à sembler le remarquer. La checklist de plongée était sur la table de la cuisine. Je l'avais faite moi-même ce premier hiver, quand tout suivait encore la procédure. 27 points, chacun critique pour une opération sûre. Je les avais vérifiés 100 fois. Jamais pour ça. Le matériel était étalé sur toutes les surfaces de la cabine. Combinaisons sèches, détendeurs, bouteilles, compensateurs de flottabilité, ceinture de lest, ordinateur de plongée au poignet. Son affichage cyclait les limites de profondeur et les plannings de décompression que j'avais mémorisés des années plus tôt, mais jamais vraiment utilisés ici. Les navires de recherche n'étaient pas censés avoir besoin d'équipement de plongée. On avait des véhicules sous-marins téléopérés, des ROV, pour l'exploration de fond. Caméras distantes, réseau sonar, collecte de données propres depuis la sécurité du pont. Mais le ROV était en panne depuis 2 semaines. Restrictions budgétaires. Les pièces de rechange arrivaient tous les trimestres maintenant, pas à la demande. Et quoi que ce soit à 200 mètres, quoi que ce soit qui était immobile sur le fond depuis mardi quand je l'avais repéré au sonar, ça ne s'identifierait pas via un écran d'ordinateur. J'ai passé les doigts sur les joints de la combinaison sèche, vérifiant toute dégradation du caoutchouc. 3 ans exposés à l'air salé font des dégâts. Tout finit par corroder ici. Tu vas vraiment faire ça? La voix de Zachary est venue de l'embrasure de la cabine. Affirmation plate plutôt qu'une question. Faut que je voie. Le ROV sera de nouveau opérationnel la semaine prochaine. Betty a dit que les pièces ont été expédiées hier. Je n'ai pas levé les yeux de l'équipement. Quelque chose tue les baleines. 17 en moins d'1 semaine. Et tu penses que plonger à 200 mètres en faisant solo va te dire quoi? Je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. Assez gros pour apparaître au sonar, mais immobile, pas respirant, pas vivant d'aucune façon conventionnelle. Il a pris le détendeur, l'a tourné dans ses mains, scarifié. Quand la dernière fois que t'as plongé? Certification il y a 6 ans. Cours de remise à niveau il y a 4 ans. Dans quoi? Piscine chauffée à Seattle. Monterey Bay. Oh, à 10 degrés Celsius. Là, on est à 1 degré. T'as 40 minutes max avant que le froid pénètre au cœur, même avec la combi. Il a reposé le détendeur, soigneux malgré la critique. Et ça, en eau peu profonde. À 200 mètres, narcose à l'azote, effet de pression, temps de fond limité. Je connais les risques. Vraiment. Il a tiré la chaise en face de moi, s'est assis lourdement. Parce que j'ai travaillé dans ces eaux 30 ans. Vu plein d'hommes intelligents faire des tas de conneries. En général, ça se termine exactement comme on s'y attend. J'ai commencé à assembler le compensateur de flottabilité, passant les sangles dans les boucles avec une mémoire musculaire que je n'avais pas cru encore avoir. Le sonar ne ment pas, ai-je dit. Il y a quelque chose là-dessous, à peu près de la taille d'une petite maison. Immobile depuis 3 jours. Plein de choses peuvent causer ce relevé. Formation rocheuse, vieille épave, débris volcaniques. J'ai cartographié cette section du fond 2 fois. Rien n'était là avant. Zachary est resté silencieux un moment. Quand il a repris, sa voix avait changé. Plus basse, plus prudente. Il y a des histoires anciennes. Les pêcheurs s'en parlent plus beaucoup aujourd'hui. Surtout pas devant des scientifiques. Mais il y a 30 ans, quand je débutais, les vieux mentionnaient certaines coordonnées. Des endroits où ils ne posaient pas de filet, où ils ne passaient même pas avec leur bateau, si possible. J'ai levé les yeux. Ses yeux bleu pâle étaient fixés sur les miens. Zone morte, qu'ils appelaient ça. Pas morte comme pas d'oxygène, morte comme... Il a marqué une pause, choisissant ses mots. Comme si l'océan retenait son souffle. Les poissons n'y nageaient pas, les oiseaux ne volaient pas au-dessus. Et les instruments, compas, sondeurs, radio, devenaient bizarres. Pas cassés exactement, juste faux. Malgré moi, j'ai senti quelque chose de froid descendre le long de ma colonne. Anomalie magnétique, topographie sous-marine affectant... Je sais ce que tu vas dire.
T'as des explications rationnelles pour tout, j'en doute pas. Il s'est adossé, le fauteuil grinçant. Mais j'ai aussi vu des choses ici qui rentrent pas dans tes bases de données. De l'eau qui bouge pas bien, des sons qui viennent de trop profond. Cette sensation qu'on a parfois la nuit quand tout devient silencieux et que l'océan semble attendre quelque chose. Le chauffage de la cabine s'est déclenché, soufflant de l'air vicié sur ma nuque. Dehors, j'entendais la coque du prospect grincer contre la chaîne d'encre. Où exactement ces zones mortes sont supposées exister ? Zachary a plongé la main dans la poche de son manteau, sorti une carte pliée. Papier ancien, pas les affichages numériques que j'utilisais. Il l'a étalé sur la table, poussant mon matériel de côté, et a tapoté un point avec un doigt épais. Nos coordonnées actuelles, à un demi-mille près. Ma gorge s'est serrée. C'est une coïncidence. Peut-être. Il a replié la carte, lentement et délibérément. Ou peut-être que ces vieux marins savaient lire l'océan d'une façon qui rentre pas dans tes manuels d'équipement. Je me suis retourné vers l'ordinateur de plongée, affichant le profil de profondeur. 200 mètres. Plongée technique, décompression requise. Marge d'erreur, mince, à inexistante dans ces conditions. Chaque protocole que j'avais établi disait « Ne fais pas ça, attends le ROV, attends un soutien approprié, attends une alternative ». C'est comme ça que les gens meurent. Plongés solo en eau profonde, motivés par l'obsession plutôt que par la procédure. Mais 17 baleines étaient devenues silencieuses. 17 animaux qui étaient vivants et chantaient réduits à rien d'autre qu'une absence dans mes données. Et quoi que ce soit qui avait fait ça, était encore là-dessous, attendant. Je devais savoir. Aide-moi à vérifier les joints, ai-je dit. Zachary n'a pas bougé pendant un long moment. Puis il a soupiré, profondément, résigné, et a tendu la main vers la checklist d'équipement. Pression bouteille 3000 PSI remplie ce matin. Fonction du détendeur. J'ai démontré le sifflement d'air comprimé, tranchant dans le silence de la cabine. Check. On a passé en revue les 27 points. Il connaissait la procédure aussi bien que moi, même s'il n'avait jamais utilisé cet équipement précis. 30 ans sur des bateaux vous apprennent à respecter la machinerie qui vous garde en vie. Ordinateur de plongée programmé pour les arrêts de décompression. Taux de remontée automatique verrouillé à 9 mètres par minute. Et si quelque chose tourne mal, si tu t'en mêles ou que le courant change ou remontée urgente, largue les lestes. Respiration contrôlée et surveille les symptômes d'embolie. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai déjà fait ça, Zachary. Pas ici, pas dans ces conditions, mais je sais ce que je fais. Savoir ce qu'on fait et le faire en sécurité, c'est différent. Mais il m'a tendu la checklist, vérifiée. Combien de temps tu comptes rester en bas ? 10 minutes en profondeur, peut-être 15 si les conditions le permettent. Juste assez pour confirmation visuelle et des prélèvements. Prélèvement de quoi ? De ce qui est là-dessous. Il s'est levé, a marché jusqu'à la petite fenêtre de la cabine. Dehors, la lumière de l'après-midi déclinait déjà. Février, aussi loin au nord, signifiait 6 heures de soleil maximum. Courant sud-est, 2 nœuds, peut-être 3. La visibilité sera nulle en dessous de 30 mètres. J'ai des lampes. Les lampes aident pas si tu veux plus distinguer l'eau du bas. Il s'est retourné. Je te dis que c'est une mauvaise idée. Pas juste dangereuse. Mauvaise. Ça devrait te faire comprendre que tu devrais pas faire ça. Le truc, c'est que j'étais d'accord avec lui. Chaque partie rationnelle de mon cerveau hurlait le même message. Mais la rationalité n'avait pas expliqué les baleines, n'avait pas expliqué le contact sonar, n'avait pas expliqué pourquoi la température de l'eau avait chuté de 3 degrés en 4 jours. Ou pourquoi les hydrophones captaient cette pulsation basse fréquence qui ne correspondait à aucune source connue. Quelque chose se passait sous la surface. Quelque chose que mes instruments pouvaient mesurer mais pas identifier. Je devais le voir de mes propres yeux. Je descends, ai-je dit. Zachary a hoché la tête comme s'il avait toujours su que ce serait la réponse. Alors je surveille la ligne. Si t'as un problème, tire 3 coups rapides. Je te remonte, décompression ou pas. Ça pourrait me tuer. Restez là-dessous aussi. Je me suis équipé sur le pont,
le vent traversant mes couches thermiques jusqu'à ce que je scelle la combinaison sèche. Lourde, restrictive. La ceinture de l'Est tirait sur mes hanches, les sangles de bouteilles creusaient mes épaules. C'était la partie qu'on ne montre jamais dans les vidéos de recrutement. L'inconfort physique pur du travail de terrain. La façon dont votre corps devient juste une autre pièce d'équipement à entretenir et surveiller. Zachary a vérifié mes joints une dernière fois, mains rapides et professionnelles, malgré le froid. Ordinateur en route? J'ai jeté un œil à mon poignet. Profondeur 0, minuteur près, saturation tissulaire nominale actif. T'as 60 minutes d'air, c'est ta limite. Si quoi que ce soit devient bizarre, n'importe quoi, tu avortes. Compris. La ligne de descente était déjà gréée, attachée au taquet de poupe, pendante droite dans le noir. Je descendrai le long, m'en servirai pour contrôler mon taux, la suivrai pour les arrêts de décompression. Simple, propre, en supposant que le courant ne change pas, que la ligne ne s'en mêle pas, ou qu'aucune des centaines d'autres variables ne complique les choses. Je me suis assis sur le plat-bord, détendeur en bouche, palmes pendantes au-dessus de l'eau noire. Le prospect montait et descendait avec la houle. Mouvement doux qui deviendrait violent une fois submergé. Le timing de l'entrée dans l'eau comptait. La main de Zachary se posa sur mon épaule, pression ferme à travers la combinaison. Quand j'ai levé les yeux, son visage buriné était figé en ligne sombre. « Meurs pas là-dessous », a-t-il dit. « Je suis trop vieux pour l'expliquer à Betty. » J'aurais voulu dire quelque chose de rassurant, lui balancer des données sur des marges de sécurité et protocoles d'entraînement. Mais ma bouche était pleine de caoutchouc et le temps passait. Et parfois, il n'y a pas de mots pour ce qui doit être dit. Je me suis laissé basculer en arrière dans l'océan. Le froid m'a frappé même à travers la combinaison sèche. Choc qui a chassé l'air de mes poumons. Les turbulences de surface m'ont fait tourner, désorientant, jusqu'à ce que je saisisse la ligne de descente et m'oriente. Ciel au-dessus, noirceur en dessous. Coque du prospect, ombre pâle à travers l'eau agitée. Le visage de Zachary est apparu par-dessus le bastingage, observant. J'ai levé une main, signalé OK et commencé à descendre. La lumière a vite faibli. 6 mètres et le soleil n'était déjà plus qu'un souvenir, juste grisaille diffuse filtrant à travers l'eau infinie. 12 mètres et j'ai eu besoin de la lampe de casque, l'allumant pour voir la ligne de descente devant mon masque. 18 mètres et il n'y avait plus que ce que le faisceau révélait. Particules en suspension dans la colonne d'eau. Corde blanche disparaissant dans le noir en dessous. Mon ordinateur a bipé doucement, surveillant profondeur et absorption d'azote. Oreilles se débouchant au fur et à mesure que la pression montait. J'ai égalisé et continué à descendre, regardant les chiffres grimper. 30, 45, 60 mètres. Le monde s'était réduit à la lumière, la ligne et le son de ma propre respiration, forte et mécanique dans le détendeur. Inspire, expire. Inspire, expire. Chaque souffle mesuré en PSI se vidant de la bouteille. Rien d'autre n'existait. Juste la descente. Juste l'obscurité qui pressait de tous côtés. 90 mètres, mi-chemin. J'ai fait une pause, vérifié l'ordinateur. Niveau d'azote acceptable. Consommation d'air dans les paramètres normaux. Température descendante à 1 degré Celsius maintenant. Assez froid pour que mes doigts commencent à s'engourdir malgré les gants. En dessous de moi, rien que du noir. J'ai continué. 100 mètres. 150 mètres. 180 mètres. La pression augmentait à chaque mètre. Pas exactement douloureuse. Plus comme si l'océan me serrait de tous côtés, testant de quoi j'étais fait. Ma combinaison se compressait plus fort contre mon corps. J'ai ajouté de l'air au compensateur, égalisant, empêchant la presse de devenir dangereuse. Mes oreilles se sont débouchées à nouveau.
Manœuvre de Valsalva, devenue automatique. Pincer, souffler, dégager. Rater une fois cette profondeur et je me rompais un tympan, peut-être pire. L'obscurité semblait solide, dense. Je ne pouvais me défaire de l'impression de descendre à travers quelque chose de plus épais que de l'eau. Quelque chose qui résistait à ma présence. Pensée stupide. Narcose à l'azote qui s'insinuait malgré le trimix. Je l'ai noté, rangé, gardé mon intention sur les bases. Profondeur, gaz, temps. Les fondamentaux qui vous gardent en vie quand votre cerveau commence à vous jouer des tours. Mes faisceaux de lampe tremblaient. Il m'a fallu 1 seconde pour réaliser que c'était mes mains. Froid. Juste le froid. 188 mètres. Le compteur de profondeur brillait vert dans le noir. Plus profond que je n'étais jamais allé, 217 mètres, au large de Monterey, pour inspecter un dépérissement de forêt de varech. Cette plongée avait été planifiée des mois à l'avance avec équipe complète en surface et question de décompression près. Ici, il n'y avait que moi. La ligne de descente s'inclinait légèrement avec le courant. Je l'ai suivi main sur main, palmes en ciseaux lents pour contrôler mon dos. Trop vite et je dépassais. Gaspillage de gaz pour corriger. Trop lente et je brûlais mon temps de fond avant de voir quoi que ce soit d'utile. Fallait être précis. Fallait rester stable. Le fond marin s'est matérialisé en dessous de moi. Mon estomac s'est retourné. Pas à cause de la profondeur. Pas à cause de la narcose, de la pression ou du froid qui s'était insinué dans mes os. À cause de ce que mes lampes révélaient. Des os partout, blancs contre le sédiment sombre, nets et propres, ayant l'air faux. Je suis resté suspendu sur la ligne de descente, 3 mètres au-dessus du fond, essayant de comprendre ce que je voyais. Le faisceau de ma lampe principale a balayé des côtes de la taille de poutre. Un crâne de baleine grise, forcément. Je connaissais la forme, reposant sur le côté, mâchoire articulée ouverte, vertèbres éparpillées en ligne comme des wagons déraillés sur le plancher du bassin. Un autre squelette, à 5 mètres à gauche, et un autre plus loin. Mon détendeur sifflait. Inspire, expire. Je n'arrivais pas à prendre assez d'air. J'avais espéré peut-être une carcasse, 2 au maximum. Un dépérissement naturel, un événement localisé qui avait tué quelques baleines et les avait envoyées au fond. Explicable, documentable. Le genre de choses qui arrivent dans la nature. Tragique mais compréhensible. Mais pas ça. J'ai descendu les derniers 3 mètres et mes palmes ont touché le fond. Le sédiment s'est soulevé en nuages lents. L'impact a envoyé un tremblement dans mes jambes. Ou peut-être que je tremblais plus fort maintenant. Des dizaines de squelettes de baleines étalés sur le fond marin dans toutes les directions que mes lampes pouvaient atteindre. J'ai commencé à compter. Il fallait. Mon cerveau avait besoin de repères. Besoin de quelque chose à quoi se raccrocher pendant qu'il essayait de donner un sens au cimetière qui s'étendait devant moi. Une baleine grise d'environ 12 mètres, squelette entièrement articulé sur le côté droit. Eau complètement propre, pas de tissu, pas de graisse, rien que du carbonate de calcium blanc, nu. 2. Rorqual à la bosse, plus petit, peut-être un juvénile, 9 mètres. Côte déployée vers l'extérieur, crâne détaché et reposant à 1 mètre des vertèbres cervicales. 3. Une autre grise, 14 mètres, adulte. Squelette parfait comme dans une vitrine de musée. Ma lampe a balayé à gauche. 4, 5, 6. Je me suis avancé, suivant la ligne de descente qui serpentait sur le fond du bassin. Mes palmes soulevaient plus de sédiments. Visibilité tombée à 3 mètres. Peu importe. Partout où je pointais ma lampe, plus d'eau. 7, 8, 9, 10, 11. Rorquals à bosse et grises surtout. Mais j'ai repéré ce qui ressemblait à un rorqual commun aussi.
Énorme, 18 mètres minimum. Son squelette étiré sur le fond en ligne presque parfaite, chaque os en place. 12, 13. Ma respiration s'accélérait. Je l'ai forcé à ralentir. Hyperventiler à 200 mètres m'aurait amené à une accumulation de CO2, et c'était un problème dont je n'avais pas besoin. En plus de tout ce qui allait déjà mal. 14. 15. L'échelle m'a frappé. Ce n'était pas récent. Impossible. Il faut des mois, peut-être des années, pour qu'une carcasse de baleine soit nettoyée aussi proprement. Les chutes de baleines sont censées soutenir des écosystèmes entiers. Myxines, requins dormeurs, vers mangeurs d'eau. Communautés entières qui se nourrissent des restes pendant des décennies. Mais ces eaux-là étaient nues, immaculées. Pas un lambeau de tissu restant, pas un seul organisme visible sur les surfaces. 16. 17. 18. Mon esprit peinait à calculer. 17 baleines étaient devenues silencieuses la semaine passée. 17. J'en regardais plus que ça maintenant, et mes lampes ne portaient qu'à 5 mètres dans n'importe quelle direction. Combien d'autres dans l'obscurité? Combien de temps que ça durait? Comment avais-je raté ça? 19, 20, 21. J'ai continué à compter parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. 22 était un petit, pas plus de 6 mètres. Les os semblaient fragiles, délicats, faux. 23, 24. Ma lampe a capté quelque chose qui m'a fait arrêter. J'avais été si concentré sur les squelettes individuels, sur le comptage et le catalogue, que je n'avais pas pris de recul, pas regardé l'ensemble. Je me suis tourné lentement, balayant ma lampe en large arc sur le fond marin. Les squelettes n'étaient pas aléatoires, pas éparpillés par le courant ou le hasard. Ils formaient une spirale. Une spirale parfaite, délibérée, courbant vers l'intérieur depuis les bords du bassin vers un point central, peut-être 30 mètres devant. Chaque carcasse positionnée avec précision méthodique. Espacement presque uniforme, côtes alignées, crânes orientés vers le centre. Ma main a trouvé la ligne de remontée inconsciemment, serrée assez fort pour que mes doigts se crispent dans les gants épais. Ce n'était pas un dépérissement. Pas une mortalité naturelle ou une maladie ou une explication qui rentre dans le cadre de la biologie marine. Quelque chose avait arrangé ces corps. Quelque chose s'était nourri ici. Pas de façon chaotique, opportuniste comme les charognards, mais avec intention, avec organisation, avec intelligence. Le froid ne venait plus de l'eau. Il montait de plus profond. De quelque part dans ma poitrine, où la partie rationnelle de mon cerveau hurlait que je devais partir maintenant, immédiatement. Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, sur le fond marin, 200 mètres sous la surface. Ma lampe de plongée illuminant un cimetière qui n'aurait pas dû exister, arrangé en motifs qui ne pouvaient pas être naturels. Et tout ce que je pouvais penser, c'était « Qu'est-ce qui fait ça aux baleines? Qu'est-ce qui les tue ?» Les dépouille complètement et arrange leurs os en spirale sur le fond océanique. Ma respiration résonnait dans mes oreilles. Inspire, expire, inspire, expire. L'obscurité pressait plus près. J'ai tendu les deux mains vers la ligne de remontée, prêt à me hisser, à sortir de cet endroit et à remonter à la surface où les choses avaient du sens. Mais je ne pouvais pas arrêter de fixer la spirale, sa terrible précision. Le point central où tous ces crânes regardaient, comme s'ils observaient quelque chose, attendaient quelque chose. Ma lampe n'atteignait pas jusque-là. Je ne voulais pas qu'elle l'atteigne. Le compteur de profondeur a attiré mon attention en premier. Juste un scintillement en vision périphérique. Des chiffres changeant plus vite qu'ils n'auraient dû. J'étais à 130 mètres depuis peut-être 2 minutes, flottant au-dessus de ce cercle de crâne, essayant de garder ma respiration stable et ma lampe braquée sur le sédiment en dessous. L'affichage a sauté. 237 mètres, 243, 252. Je n'avais pas bougé, pas ajusté ma flottabilité, pas senti de traction vers le bas.
Le détendeur sifflait son rythme régulier dans mes oreilles. Inspire, expire. Bulle montant en colonne que je voyais quand je penchais la tête. Même rythme que depuis la surface. 267 mètres. 282. Ma poitrine s'est serrée. J'ai vérifié les alentours. Même obscurité, même lueur faible de ma lampe de casque coupant la turbidité. Même formes pâles éparpillées sur le fond marin en dessous. La corde de la surface pendait toujours à côté de moi, tendue et verticale, disparaissant vers le haut dans le noir. Je n'avais pas dérivé. La pression dans mes oreilles n'avait pas changé. Tout semblait identique à 30 secondes plus tôt. 313 mètres. J'ai tapoté le boîtier du compteur avec un doigt ganté. Parfois de la condensation entrait, faussait les capteurs. 3 ans sur le prospect m'avaient appris quels caprices d'équipement signifiaient danger et lesquels juste maintenance. Les chiffres continuaient de grimper. 344 mètres, 375, 405. Putain, le mot est sorti en rafale de bulles. J'ai attrapé la sangle de l'ordinateur de plongée à mon autre poignet, vérifié le relevé de profondeur de secours. 200 mètres, stable, exactement où je devais être. Le compteur principal a affiché 466 mètres. Je l'ai fixé. L'affichage numérique était net. Pas de scintillement, pas de dysfonctionnement évident, juste des chiffres qui n'avaient aucun sens. Grimpant à 500, 527. Ma profondeur réelle n'avait pas changé. Je le sentais dans mon corps, dans la pression contre mon crâne, dans la façon dont mes poumons travaillaient contre l'air comprimé. Ce n'était pas l'ivresse des profondeurs, pas une panne d'équipement. 560 mètres, 600. J'aurais dû commencer à remonter tout de suite, suivre le protocole. Équipement défaillant signifie avorter la plongée, retour à la surface. Pas d'exception. C'est ce que disait le manuel. C'est ce que j'avais dit à Zachary 100 fois quand il s'impatientait avec les procédures de sécurité. 680 mètres. Ma main est restée sur le compteur, regardant, juste regardant. Parce qu'une partie de moi, celle qui avait passé 3 ans à suivre des schémas dans les champs de baleines, voulait voir ce qui arrivait quand les chiffres atteignaient 700. 690 mètres. 700. Le compteur s'est arrêté là, maintenu comme s'il avait atteint une limite prédéterminée, affiché avec une clarté numérique parfaite, tandis que je flottais à 200 mètres de profondeur réelle. Mon ordinateur de secours ne montrant aucun changement, mon corps ne sentant aucune différence. Puis l'eau a bougé. Pas un courant. J'avais senti des courants avant. Le va-et-vient des marées, le balayage de la circulation océanique profonde. C'était autre chose. L'épaisseur. Comme si l'eau elle-même gagnait en densité, pressant contre ma combinaison sèche de tous côtés, avec une force qui n'aurait pas dû exister. J'ai essayé de lever un bras. Le mouvement était lent, visqueux, pas la résistance normale quand on se déplace dans l'eau profonde. Ma respiration est devenue plus difficile. Le détendeur délivrait bien l'air, mais l'aspirer dans mes poumons demandait un effort qui n'était pas là 10 secondes plus tôt. La pression contre ma poitrine augmentait. J'ai vérifié l'ordinateur de secours encore, même relevé, même profondeur. Mais mes oreilles commençaient à faire mal avec une pression qui semblait fausse, plus profonde. Mes sinus palpitaient. La combinaison serrait plus fort contre mes côtes malgré la valve d'inflation montrant un volume d'air correct. J'ai essayé de nager vers le haut. Mes palmes traversaient l'eau épaissie comme si je poussais dans du béton humide. Chaque coup demandait 2 fois l'effort pour la moitié de la distance. La corde à côté de moi pendait toujours verticale et droite, mais quand j'ai tendu la main vers elle, mon bras a bougé au ralenti, luttant contre une résistance qui faisait brûler mon épaule. Impossible. L'eau ne change pas juste de densité. La pression ne monte pas sans changement de profondeur. J'étais toujours à 200 mètres. L'ordinateur de secours le confirmait, la corde le confirmait. Mes propres yeux voyaient que je n'avais pas bougé. Mais mon corps vivait tout autre chose. Quelque chose que les instruments ne pouvaient pas mesurer ni la physique expliquer. J'ai réussi à attraper la corde. La ligne semblait solide sous mon gant,
réelle et présente et normale. J'ai commencé à me hisser vers le haut, main après main, luttant contre la viscosité qui voulait me retenir en place. Mes poumons travaillaient plus dur à chaque respiration. Le détendeur sifflait plus fort. Ou peut-être que c'était juste mon désespoir qui le faisait paraître ainsi. 5 mètres le long de la corde. 10 mètres. Ma poitrine faisait mal, pas à cause de l'air. La pression de la bouteille était bonne. Je l'avais vérifié 30 secondes plus tôt. C'était autre chose. C'était la sensation d'être observé, d'être remarqué. Ce même instinct animal qui m'avait frappé en surface quand les baleines étaient devenues silencieuses. Cette certitude primitive qui vit dans le tronc cérébral derrière la pensée consciente. Quelque chose n'allait pas avec l'espace autour de moi. J'ai arrêté de grimper. Juste arrêté. Mes mains gelées sur la corde. Mon corps suspendu dans une eau trop épaisse, trop lourde, trop consciente. C'est là que je l'ai senti. Pas vu. Senti. Un déplacement. Comme sur une plage, quand on sent l'eau se retirer avant qu'une vague ne frappe. Comme la pression atmosphérique qui baisse avant un orage. L'océan autour de moi a bougé. Pas avec le courant, pas avec mon propre mouvement, mais avec la présence de quelque chose de massif, changeant l'espace qu'il occupait. L'eau s'est courbée. C'est la seule façon de le décrire. L'eau s'est courbée autour de quelque chose de si vaste que sa simple existence déformait la physique de tout ce qui était proche. La façon dont l'océan devait faire de la place pour une masse à une échelle que je ne pouvais pas comprendre. Mon faisceau de lampe de casque ne portait pas loin, peut-être 6 mètres dans cette turbidité, 9 si j'avais de la chance. Mais je n'avais pas besoin de voir, je pouvais le sentir venir. Chaque nerf de mon corps s'est électrisé. Mon cœur cognait contre mes côtes assez fort pour que j'entende mon pouls dans mes oreilles, en concurrence avec le sifflement du détendeur. Mes mains se sont verrouillées sur la corde. Mes jambes ont cessé de palmer. Je suis resté suspendu dans l'eau épaissie, immobile, sauf pour le flux de bulles qui montait encore de mes expirations. Et j'ai senti quelque chose d'énorme se déplacer dans l'obscurité en dessous de moi. Pas nager, se déplacer. Il y a une différence. Nager est actif, muscles qui travaillent, eau déplacée en motif rythmique. Masse si grande que son mouvement changeait tout autour sans effort, sans son, sans avertissement, sauf la terrible certitude dans mes tripes que je n'étais plus seul. Mes oreilles hurlaient, mes sinus semblaient sur le point d'éclater. Je pouvais le sentir approcher. Pas vite, pas lentement, inévitable. Comme la gravité, comme la marée, comme quelque chose qui n'avait pas besoin de se presser parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Ma respiration venait en courte goulée maintenant. Le détendeur sifflait plus vite. Je brûlais mon air. Je le savais. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, ne pouvais pas ralentir. Mon corps avait pris le dessus, inondant mon système d'adrénaline, qui ne faisait rien d'autre que faire cogner mon cœur plus fort, faire travailler mes poumons plus vite, trembler mes mains sur la corde. La chose se rapprochait. Je ne pouvais pas la voir. Ça savait que j'étais là. Cette certitude m'a frappé tel un bulldozer. Quoi que ce soit qui se déplaçait dans l'obscurité en dessous, c'était conscient de ma présence, m'avait remarqué, approchait avec un but que je ne pouvais même pas espérer comprendre. Mes jambes pendaient, inutiles, en dessous de moi. J'aurais dû grimper. J'aurais dû remonter aussi vite que je l'osais sans risquer le mal des caissons. J'aurais dû être à mi-chemin de la surface maintenant. Mais je ne pouvais pas bouger, comprenant avec une clarté horrible que je n'étais plus seul dans cet abîme. La lumière la captait en premier. Juste un éclat de quelque chose de pâle se déplaçant au-delà de la portée de mon faisceau. Là, et parti avant même que mon cerveau puisse traiter ce que j'ai vu. Puis c'est revenu. Plus près cette fois, glissant dans l'eau avec une fluidité qui n'appartenait à rien que j'ai jamais documenté. Segmenté, c'est le mot qui m'est venu. Comme une colonne vertébrale de la taille d'un conteneur maritime.
vertèbres couleur d'os anciens dérivant en sections qui bougeaient indépendamment les unes des autres. Le mouvement avait un rythme, lent, certain. La façon dont un requin se meut dans un territoire familier. Je n'ai pas bougé. Impossible. La chose a courbé à nouveau dans la périphérie de ma lumière, encore plus près. J'ai capté plus de détails cette fois. Texture qui m'a noué la gorge. Quelque chose entre cartilage et tissu calcifié, ridé et piqueté par l'âge, couvert de croissances que je ne pouvais pas identifier. Balane peut-être, ou quelque chose qui servait le même but ici, que la lumière du soleil n'avait jamais atteint. Combien de temps ? La pensée est venue fragmentée, à peine cohérente. Combien de temps que cette chose est là-dessous ? Le cercle de crânes était quelque part en dessous de moi maintenant, invisible dans le noir. Et cette chose tournait en motif de chasse. Je les avais documentés chez les orques, chez les requins, chez chaque prédateur. Je savais ce que je voyais. Le corps pâle est passé à nouveau, peut-être 3 mètres. Cette fois assez près pour que je sente le sillage. Ma lampe a voyagé le long de sa longueur. 6 mètres de corps visible, peut-être plus, au-delà de la portée du faisceau. Pas de fin que je pouvais voir, juste cette ondulation lente, disparaissant dans l'obscurité des 2 côtés. Puis elle s'est tournée. La tête est venue avec la même terrible lenteur, et ma lampe l'a prise de front. Pas de yeux apparents, rien qui ressemblait à des organes sensoriels. Juste un tissu pâle, lisse, tendu sur une structure crânienne qui s'effilait en pointe émoussée. La bouche, bon sang, la bouche, couvrait presque toute la longueur de ce que je pouvais voir. Pas une mâchoire qui s'ouvre et se ferme. Un gosier, un tube d'alimentation bordé de rangées de dents courbées en arrière, translucides et fines comme des aiguilles. Des centaines, arrangées en motifs spiralés menant dans une gorge assez large pour m'avaler entier. Assez large pour avaler un baleineau entier. La pensée est arrivée avec une clarté cristalline, passant à travers la panique. C'était ça qui les avait prises. Pas un groupe d'orques. Pas une nouvelle menace humaine que je n'avais pas documentée. Cette chose glissant dans les fosses profondes où mes hydrophones ne pouvaient pas la suivre, remontant pour se nourrir quand l'opportunité se présentait. La créature s'est approchée. Je ne pouvais toujours pas bouger. Chaque muscle de mon corps s'était verrouillé. Une surcharge évolutive qui précédait la pensée consciente. Réponse de proie. L'immobilité absolue que les petits animaux adoptent quand un prédateur passe près. Ce dernier parie désespéré que, peut-être, on ne sera pas remarqué. Elle m'a frôlé. Juste le plus léger contact. Le côté de son corps glissant contre mon épaule, ma bouteille, ma jambe droite. La texture connecta à travers la combinaison sèche. Lisse, froide et totalement alien. Peau trop épaisse, trop résistante, conçue pour supporter des pressions qui réduiraient un corps humain en pulpe. La chose me testait. Je l'ai comprise avec la même clarté qui m'avait apporté la réalisation à propos des baleines. La façon dont elle bougeait, le contact délibéré. Elle décidait, mesurait cette petite chose chaude qui avait envahi son territoire, qui pendait suspendue dans la colonne d'eau, rayonnante de chaleur corporelle et d'impulsions électriques, et tous les autres signaux qui me marquaient comme tissu vivant. Valait-elle la peine d'être mangée ? Valait-elle la dépense d'énergie ? Ma consommation d'air devait être critique maintenant. Je ne pouvais pas vérifier le manomètre, ne pouvais pas détacher mes yeux de la créature, ne pouvais pas risquer même ce petit mouvement. Le détendeur continue de tirer, mécanique et régulier. Chaque respiration, une trahison, annonçant ma présence à tout ce qui avait les sens pour la détecter. Le gosier est passé à quelques centimètres de mon masque. J'ai vu à l'intérieur, au-delà de ces rangées spiralées de dents, dans la gorge, au-delà,
bioluminescence clignotant quelque part au fond, pulsations bleu-vert faibles qui pouvaient être des organes digestifs ou des leurs, ou quelque chose que je ne comprenais pas. L'odeur m'a frappé à travers le détendeur, à travers l'eau salée, impossible mais indéniable. Pourriture océanique profonde. La puanteur de choses mortes si longtemps que la décomposition elle-même avait évolué en quelque chose de différent. Le temps a cessé d'avoir un sens. Secondes ou minutes, impossible à dire. La créature remplissait tout mon monde sensoriel. Ancienne. Le mot a surgi à travers ma terreur. Cette chose était ancienne de façon que je ne pouvais pas quantifier. Pas juste un âge individuel, âge évolutif, qui avait fonctionné si longtemps que le changement était devenu inutile. Adaptation parfaite à un environnement qui ne variait jamais, ne posait aucun défi, ne demandait jamais rien, sauf de la patience. Les baleines n'avaient eu aucune chance. Nageuses rapides, intelligentes, équipées d'écholocation, assez sophistiquées pour cartographier le fond océanique en temps réel. Rien de tout ça n'importait face à quelque chose qui chassait par patience. En attendant dans les endroits profonds jusqu'à ce que la proie s'approche assez, puis remontant avec cette lente certitude terrible pour se nourrir. Ma poitrine faisait mal, essayant d'aspirer de l'air qui semblait plus fin à chaque respiration. La narcose à l'azote empirait, devait empirer parce que les bords de ma vision commençaient à scintiller, pensées se détachant de leurs amarres. La créature a terminé son passage. La section caudale, ou ce que j'assumais être la caudale, a frôlé mon côté gauche, et puis elle était au-delà, glissante avec le même rythme sans hâte. La bioluminescence dans son corps a pulsé une fois, 2 fois, s'estompant à mesure que la distance augmentait. Elle avait décidé que je n'en valais pas la peine. Trop petit, mauvaise texture, quelque chose dans ma composition qui me marquait comme une proie inadéquate. Je suis resté suspendu dans l'obscurité, comprenant avec certitude absolue ce à quoi je venais de survivre. L'architecte du cimetière en spirale en dessous. La raison pour laquelle mon système de suivi était devenu silencieux. La réponse à chaque question que je posais depuis 2 semaines. Et je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas penser au-delà de la terreur primale qui inondait encore chaque nerf de mon corps. Ne pouvais rien faire d'autre que regarder la forme pâle disparaître dans le noir et savoir qu'elle était toujours là-dessous, attendant, patiente, éternelle. Le détendeur sifflait dans mon oreille, pas le rythme normal d'air comprimé traversant le système. C'était différent, plus aigu, désespéré, vide. J'ai aspiré fort, essayant de tirer de l'oxygène. Rien n'est venu. Juste de la résistance. Juste cette sensation terrible de vide. Ma main est allée au manomètre de bouteille. L'aiguille était stable, demi-pleine, plein d'air. Assez pour 20 minutes de plus à cette profondeur. Assez pour remonter en sécurité avec arrêt de décompression. Mais rien n'atteignit mes poumons. J'ai basculé sur le détendeur de secours, doigts maladroits avec le froid et le premier niveau de panique. Mordu le bout, aspiré fort. Rien. Ma vision a commencé à se rétrécir, tout devenait serré et focalisé. Je devais remonter. J'ai palmé vers le haut fort, désespéré. Chaque muscle de mes jambes me propulsant vers la surface qui se trouvait quelque part au-dessus dans l'obscurité absolue. Les protocoles d'arrêt de sécurité, les exigences de décompression, le taux de remontée, tout est sorti de ma tête. L'instinct de survie a pris le dessus. Mes poumons brûlaient vraiment. Ce feu acide se répandant dans ma poitrine, tandis que le reste de mon oxygène s'épuisait. J'ai continué à nager. Ne voyais rien au-dessus de moi. La lampe de casque montrait juste de l'eau. Eau infinie. 100 mètres. Devait être autour de 100 mètres encore. Peut-être plus. La brûlure dans ma poitrine empirait. Ma vision se rétrécissait encore, devenant tachetée au bord. Mes jambes continuaient de bouger, mais elles semblaient distantes, déconnectées, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai regardé en bas une fois. Impossible de m'en empêcher.
Une partie de moi avait besoin de savoir si la créature me suivait. La forme pâle pendait dans l'eau en dessous de moi. Pas en poursuite, pas remontant pour me traîner en bas. Juste observant, patiente, sans hâte. La façon dont un pêcheur regarde un saumon épuiser la ligne, sachant qu'il finira par fatiguer, sachant qu'il est déjà ferré. C'était ça que je voyais. La confiance, la certitude que je pouvais fuir vers la surface, halter de l'air, courir aussi loin que je voulais. Je reviendrai. Les proies reviennent toujours. Ma vision s'est assombrie. Le faisceau de la lampe de casque semblait plus faible. Ou peut-être que c'était juste mes yeux qui lâchaient. Je ne sentais plus mes doigts. Ne sentais plus grand-chose, sauf le feu dans mes poumons et le froid, avec la terrible notion que je me noyais au milieu de l'océan avec une bouteille à moitié pleine sanglée dans mon dos. J'ai continué à nager. Pas le choix. Le cerveau reptilien n'abandonne pas juste parce que la situation est désespérée. Il continue de lutter jusqu'à la fin. Continue de gratter pour une seconde de plus, une chance de plus. Ma conscience a commencé à glisser. Fragments de pensée se brisant, perdant cohérence. Les données, les baleines, fallait documenter les données. Les baleines, les crânes, la forme avec sa terrible escalade, le dire à quelqu'un. Il fallait. De l'air a frappé mon visage. J'ai crevé la surface, haletant, étouffant, aspirant de l'oxygène dans des poumons qui semblaient frottés à la laine d'acier. Eau salée dans la bouche, dans le nez, vagues claquant contre mon masque. Ciel gris au-dessus, lourd de nuages. J'ai arraché le détendeur, craché l'eau de mer, avalé de l'air qui avait le goût de la meilleure chose que j'ai jamais goûté. Tout mon corps tremblait, impossible d'arrêter. Le froid avait traversé la combinaison. J'ai tourné dans l'eau, cherchant le prospect. Rien, juste l'océan. Eau grise s'étendant jusqu'à l'horizon, ou le bas se roulant, le ciel pressant lourd et proche. Le bateau aurait dû être juste ici. J'étais descendu de la position du prospect, aurait dû remonter vers lui, peut-être à 100 mètres si le courant m'avait poussé. Mais il n'y avait rien. Pas de navire, pas de repère. Juste moi, seul au milieu de la mer, sans souvenir de comment j'étais arrivé là. J'ai essayé de repenser, essayé de tracer le chemin depuis le moment où j'avais commencé à remonter. La panique, les poumons brûlants, la forme pâle observant d'en dessous. Tout après ça était blanc. 3000. C'est ce qu'ils m'ont dit plus tard. 3000 de l'endroit où le prospect était ancré, où Zachary attendait sur le pont. 3000 que j'avais parcouru sans air dans les poumons et sans souvenir conscient de nager. Flotté, toujours tremblant, mes pensées recommençant à se fragmenter. Hypothermie. Devait être l'hypothermie qui s'installait. La combinaison sèche gardait l'eau loin de ma peau, mais ne générait pas de chaleur. J'étais resté trop longtemps là-dessous, trop profond, brûlé trop d'énergie dans la remontée paniquée. Mes lèvres étaient engourdies, mes doigts ne répondaient pas bien. Un son a coupé le bruit des vagues, mécanique, rythmique. Hélicoptère. J'ai tourné la tête. Un hélico orange et blanc des gardes-côtes arrivait bas au-dessus de l'eau. Projecteur balayant les houles derrière lui. Peut-être à 800 mètres. Un voilier côte repoussait à travers la houle. Zachary. Devait être Zachary qui avait appelé. Le vieux bougre avait dû réaliser que quelque chose avait mal tourné quand je n'étais pas remonté. Devait avoir déclenché la balise d'urgence, mis les gardes-côtes au courant. Le projecteur m'a trouvé. M'a cloué dans une blancheur éclatante qui m'a fait plisser les yeux après si longtemps dans le noir. L'hélico a tourné et j'ai vu le voilier changer de cap, venant droit sur ma position. J'ai essayé de faire signe, réussi à lever un bras. Tout semblait distant à nouveau, déconnecté. Le cotre s'est approché. Professionnel, efficace, gens en mouvement sur le pont en combinaisons oranges. Un secouriste est passé par-dessus bord, a nagé jusqu'à ma position avec des mouvements forts et réguliers. Elle a attrapé mon compensateur, dit quelque chose que je n'ai pas tout à fait capté par-dessus le bruit du moteur et des vagues. Yeux sombres et jeunes derrière son masque, focalisés et calmes.
Willow, c'était son nom. Je l'ai appris plus tard, mais à ce moment, elle était juste la personne qui me gardait à flot, m'empêchait de sombrer. Ils m'ont passé une ligne, m'ont tissé jusqu'au voilier, plusieurs mains tendues pour me tirer sur le pont. J'ai essayé d'aider, mais mes jambes ne coopéraient pas. Juste un point mort, juste une cargaison. Quelqu'un m'a enlevé le masque, commençait à vérifier les signes vitaux. Je tremblais encore, impossible d'arrêter. Tout mon corps convulsé par un froid qui n'avait rien à voir avec la température. Les dents, ai-je dit. Ma voix est sortie fausse, pâteuse. Spirale. Faut documenter. Willow s'est penché sur moi. Son visage était neutre, mais j'ai vu autre chose derrière. Inquiétude, peut-être alarmée. Monsieur, restez calme. Vous êtes en sécurité maintenant. Pouvez-vous me dire votre nom ? Andy Jiménez. Navire de recherche prospecte. Les baleines, elles sont devenues silencieuses à cause des dents. La spirale, c'est une zone d'alimentation. Ça fait... Je ne pouvais pas me souvenir combien de temps. Je ne pouvais pas retenir la pensée. Tout continuait de glisser, se fragmentant en pièces qui ne s'assemblaient pas correctement. Mon motif, ai-je dit. Plus de mains sur moi. Quelqu'un m'enroulant de couverture thermique. Quelqu'un d'autre vérifiant mes pupilles avec une lumière qui faisait mal comme des couteaux. J'ai continué à parler. Impossible d'arrêter. Les données avaient besoin de documentation. Les observations de relevé, c'était le boulot, ça avait toujours été le boulot. Dans un spirale mathématique parfaite. Le monde a basculé, ou peut-être que c'était moi. Difficile à dire. Tout devenait mou au bord, se brouillait ensemble. J'ai vu Willow écrire quelque chose sur un papier. Vu sa bouche bouger, parler à quelqu'un d'autre sur le pont. Vu son regard revenir sur moi avec la même préoccupation professionnelle. Plus tard, des jours plus tard, quand ma température était revenue à la normale et que je pouvais penser clair à nouveau, j'ai vu son rapport. Elle avait tout documenté. Le sauvetage, l'hypothermie, l'état incohérent et, dans la section notes, de son écriture nette et précise, sujet divagant sur dents et spirales, possible narcose à l'azote ou confusion induite par hypothermie, recommandé réévaluation psychiatrique. Mais à ce moment, allongé sur le pont du voilier, enveloppé de couvertures thermiques et encore tremblant d'un froid qui allait plus profond que la chair, tout ce que je pouvais faire était continuer à parler. Continuer à essayer de leur faire comprendre ce que j'avais vu dans le noir en dessous. Ce qui était toujours là-dessous, observant, attendant, patient comme les profondeurs elles-mêmes. L'ordinateur de plongée était sur le bureau de Betty, entre nous. Petit appareil noir, boîtier rayé, affichage digital éteint maintenant. Elle l'a pris, l'a tourné dans ses mains, l'a reposé. 7 minutes, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, ne faisant pas encore confiance à ma voix. À 200 mètres, autre hochement. Betty s'est adossée dans son fauteuil. Le bureau était chaud. Trop chaud après le froid de l'infirmerie. Lumière fluorescente, bourdonnante au-dessus. Par la fenêtre derrière elle, je voyais le port. Le prospect amarré au quai. Eau grise roulant sous ciel gris. Andy. Elle a croisé les mains sur le bureau. Tu comprends ce que ça signifie ? Je comprenais. 200 mètres sous air comprimé. L'ivresse des profondeurs, comme les vieux plongeurs appelaient ça. Ivre d'azote. Plus de jugement, prise de décision foutue en l'air. Les gens mouraient à cette profondeur. Faisaient des choix stupides, oubliaient de vérifier leur manomètre, respiraient jusqu'à l'inconscience et ne se réveillaient jamais. 7 minutes étaient impossibles. L'ordinateur a dysfonctionné, ai-je dit. Ma voix est sortie rauque, abîmée par le sel. Capteur de profondeur défaillant. Vraiment, pas une question. J'ai rencontré ses yeux. Betty dirigeait l'institut depuis 15 ans, vu chaque type de panne d'équipement, chaque type d'erreur de plongeur, chaque excuse et explication. Elle savait quand quelqu'un mentait. Je mentais. Les données sont corrompues. Et j'essayais encore. Différentiel de pression... L'examen médical est revenu. Elle a tapoté un dossier sur son bureau. Pas de signes de mal des caissons, pas de douleurs articulaires, pas de symptômes neurologiques, pas d'évidence d'accumulation d'azote.
Tu es remonté de plus de 150 mètres en moins de 3 minutes et tu vas bien. Bien. Le mot est resté en suspens. C'est pas possible, ai-je dit. Non, en effet. Le chauffage s'est déclenché, cliquetant dans son coin. J'ai fixé l'ordinateur de plongée. 7 minutes de temps de fond à une profondeur qui aurait dû me tuer. Les chiffres ne mentaient pas, ne pouvaient pas mentir. Pas quand ils étaient enregistrés numériquement, horodatés, verrouillés en mémoire. J'étais descendu à 200 mètres, resté là, flottant au-dessus de cette spirale de crâne. Puis le courant m'avait attrapé, traîné plus profond et j'avais regardé dans l'abîme et vu... Mes mains ont recommencé à trembler. Betty l'a vu, a poussé une tasse de café vers moi. J'ai enveloppé mes 2 paumes autour. Senti la chaleur, regardé la surface trembler. Dis-moi ce qui s'est passé là-dessous. Je ne pouvais pas, ne voulais pas. Les mots étaient là. Créature, chair pâle, fin ancienne. Mais ils restaient verrouillés derrière mes dents. Dès que je le dirais à voix haute, dès que j'essaierais de faire comprendre à quelqu'un, je franchirais une ligne, deviendrais le plongeur fou qui voit des monstres, perdrais ma crédibilité, ma carrière, tout ce que j'avais construit en 3 ans d'observation minutieuse et de documentation méthodique. Panne d'équipement, ai-je dit. Courant plus fort que prévu, j'ai été désorienté. Betty m'a regardé un long moment, puis elle a ouvert le dossier, sorti une feuille unique, l'a fait glisser sur le bureau. Formulaire de démission. Tu es suspendu, a-t-elle dit. Revue médicale en cours. Ça peut être 6 mois, ça peut être permanent, selon ce que le comité décidera. Elle a marqué une pause. Ou tu peux signer ça maintenant, partir proprement. J'ai fixé le papier, en tête standard de l'institut. Espace vide pour nom et date. Ligne de signature en bas. J'ai des données, ai-je dit. 3 ans de monitoring acoustique, les populations de baleines, les schémas de migration. Je sais. Sa voix était douce, presque gentille. Et on continuera le travail, mais pas avec toi. Pas après ça. Pas après que j'avais violé chaque protocole de sécurité. Pas après que j'avais fait une plongée solo en profondeur, sans soutien approprié, sans backup, sans autorisation. Pas après que l'ordinateur avait affiché 7 minutes à 200 mètres et que j'étais remonté sans une égratignure. J'ai pris le stylo. Ma main a bougé sur le papier. Nom, date, signature. Quand c'était fait, j'ai posé le stylo et repoussé le formulaire sur le bureau. La station de monitoring, ai-je dit. Les hydrophones. On enverra quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Un autre chercheur, une autre paire d'yeux et d'oreilles. Quelqu'un qui relirait mes données, vérifierait ma méthodologie, peut-être même continuerait les relevés acoustiques. Quelqu'un qui n'avait pas vu ce qui attendait dans les profondeurs. Je me suis levé. Jambes faibles, instables. Le bureau a légèrement penché, puis s'est redressé. L'ordinateur de plongée, a dit Betty. Laisse-le ici. J'ai regardé le petit appareil noir. 7 minutes de données impossibles, verrouillées dans sa mémoire. Preuve que j'étais allé trop profond, et resté trop longtemps, et avait survécu d'une façon ou d'une autre. Preuve que les lois de la physique et de la physiologie s'étaient courbées autour de moi là-dessous dans le noir. Preuve de rien, si personne n'y croyait. Je l'ai laissé sur son bureau et suis sorti. 3 semaines plus tard, j'ai franchi la frontière de l'Idaho. Terre ferme, 800 milles de l'océan le plus proche, montagnes à chaque horizon, air si sec qu'il m'a fait saigner du nez la première semaine. J'ai trouvé du travail dans une université à Boise. Analyse de données, rien que glamour. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de traiter de grands ensembles de données, de faire tourner des modèles statistiques, de transformer des chiffres bruts en rapports cohérents. Peu importait que mon expérience soit en biologie marine, les chiffres étaient les chiffres. L'appartement était petit, 3e étage d'une maison convertie, une chambre, kitchenette, à peine assez grande pour se retourner, fenêtre orientée est, soleil du matin traversant des rideaux fins. Pas de son d'océan, pas de clapotis de vagues contre la coque, pas de grincement de chaînes d'encre, pas de vent hurlant dans le gréement. Juste le bruit de la circulation et les cris d'oiseaux, et le chien du voisin qui aboyait à 6 heures tous les matins.
J'ai déballé l'essentiel d'abord. Vêtements, cafetière, ordinateur portable. Le reste pouvait attendre. La plupart, je l'avais laissé derrière moi de toute façon. Équipement, matériel de plongée, 3 ans de vie accumulés à bord. Vendu ce que je pouvais, donné le reste. Pas besoin de carnets étanches en Idaho. Pas besoin de couches thermiques pour les hivers aléoutiens. Pas besoin de rappel de ce que j'avais laissé derrière dans ces profondeurs. Mais l'ordinateur portable, je l'ai gardé. Première nuit dans le nouvel endroit, je me suis assis par terre, dos au mur, et ouvert les bases de données publiques. Pas moyen que l'Institut maintienne du suivi en temps réel des mammifères marins. Enquête de population mise à jour trimestriellement. Données de migration collectées par des dizaines de stations de recherche le long de la chaîne aléoutienne. Tout accessible publiquement. Tout gratuit pour quiconque sait tout regarder. J'ai ouvert la grille de monitoring acoustique. 47 stations, chacune représentée par un petit point bleu sur la carte. Trouver les coordonnées de mon ancien territoire. 50 degrés nord, 173 degrés ouest, carré de grille 77 delta. Estimation de population, 42 baleines. J'ai mis la page en favori. Année 1 à Boise, le compteur est descendu à 37. Année 2, 29. Année 3, 22 baleines restantes dans le carré 77 delta. Je vérifiais la base chaque semaine. Parfois, plus souvent tard la nuit, quand le sommeil ne venait pas et que le silence était trop présent. Je regardais l'estimation de population descendant, le schéma de migration se décalant tandis que les baleines abandonnées se tronçant d'eau. Elles savaient. Quelque part dans leur mémoire ancienne, elles comprenaient ce qui attendait là. Comprenaient de rester à distance, de trouver d'autres zones d'alimentation, de passer cette connaissance à leur veau par des champs qui traversaient les bassins océaniques. Rester loin de la fosse profonde, rester loin de la spirale sombre, rester loin de la chose qui arrange les eaux sur le fond marin. Mais il y avait toujours des retardataires, toujours quelques baleines qui s'égaraient, qui plongeaient trop profond ou chantaient trop longtemps ou restaient trop tard dans la saison. Les chiffres n'ont jamais atteint 0, juste continué de baisser, lent et régulier, année après année. 5 ans depuis que j'avais senti l'eau salée sur ma peau ou entendu la voix de l'océan. 5 ans depuis que j'avais regardé dans l'abîme et vu ceux qui regardaient en retour. Le boulot à l'université était correct, salaire régulier, avantages décents, collègues qui ne posaient pas trop de questions sur où j'avais travaillé avant ou pourquoi j'étais parti. J'analysais surtout des données climatiques, tendances de température, modèles de précipitation, mesures de neige des stations météo en montagne. Rien qui touche l'océan, rien qui me fasse me souvenir. Sauf la base des données, sauf les vérifications hebdomadaires, les mises à jour trimestrielles. 18 baleines maintenant, 18 et en baisse. J'avais essayé de prévenir les gens. Les premiers mois après ma démission, j'avais envoyé des emails, contacté des biologistes marins, contacté d'autres chercheurs, écrit des messages prudents expliquant le déclin de population et les anomalies acoustiques et le besoin d'enquêtes supplémentaires. Jamais mentionné ce que j'avais vu, juste présenter les données, laisser les chiffres parler d'eux-mêmes. Personne n'a répondu. Ou ils l'ont fait brièvement avec des remerciements polis et promesses vagues de regarder. Puis rien. Les données n'étaient pas assez convaincantes, pas assez urgentes. Les populations de baleines fluctuent. Les schémas de migration changent. Ces choses arrivent. J'ai arrêté d'envoyer des emails. Arrêté d'essayer de faire comprendre à des gens quelque chose que je comprenais à peine moi-même. La chose dans les profondeurs, j'y avais pensé chaque jour pendant 5 ans. Essayer de la rationaliser, de la catégoriser, de la faire rentrer dans un cadre qui ait du sens. Peut-être un calmar géant, plus gros que tout spécimen enregistré. Peut-être une espèce abyssale pas encore documentée. Quelque chose qui avait évolué dans les fosses et remonté rarement. Peut-être que j'avais été ivre d'azote après tout, hallucinant sous narcose, voyant des monstres qui n'existaient pas. Mais l'ordinateur de plongée ne mentait pas. 7 minutes à 200 mètres, et j'avais survécu.
pas parce que j'étais compétente ou chanceuse ou prudent. J'avais survécu parce que la créature n'avait pas été assez affamée pour s'embêter avec quelque chose d'aussi petit. Les baleines, par contre, les baleines valaient l'effort. 40 tonnes de viande et de graisse descendant dans la zone d'alimentation chaque saison. Proie facile. J'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, la circulation sifflant sur les rues mouillées, une sirène hurlant quelque part au loin. Le chien du voisin a recommencé à aboyer. Arrêter. Recommencer. Sons normaux. Sons humains. Sons d'un monde qui n'avait rien à voir avec l'océan profond ou les choses qui y vivent. Mais je savais. Je savais ce qui attendait dans ces profondeurs. Je savais que les populations de baleines continueraient de baisser. Lentement, régulièrement. Jusqu'à ce que peut-être un jour elles apprennent à éviter complètement cette zone, ou peut-être pas. Je vivais avec cette pensée chaque jour, me réveillais avec, m'endormais avec, la portais à travers chaque moment banal de ma vie loin de la mer. Je savais ce qui se tapissait sous les vagues, je savais que personne ne me croirait si je le disais, je savais que l'ancienne chose dans les profondeurs aléoutiennes continuerait saison après saison, année après année, arrangeant des eaux sur le fond marin, en motif qui signifiait quelque chose pour son esprit incompréhensible. La pluie continuait de tomber. Je suis resté dans le noir et l'ai écouté frapper la fenêtre et penser à l'eau grise froide et à la terrible patience des choses qui vivent là où la lumière du soleil ne perce jamais. Penser à des spirales de crânes de baleines sur le fond océanique profond. Penser à des yeux absents dans de la chair pâle, observant toujours, attendant toujours affamé. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.